Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce deuxième rendez-vous d'Univers SwiftNet at Home. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Pierre Boisselier, directeur financier adjoint du groupe Accor et qui va nous raconter ses derniers mois un peu chahutés. Bonjour Pierre. Bonjour Cécile. Alors Pierre Boisselier, vous êtes un pur produit de la trésorerie. Vous avez été trésorier de groupes comme ArcelorMittal, Ipsen ou Publicis. Vous êtes entré comme trésorier chez Accor. Et aujourd'hui, vous êtes en charge de la trésorerie, des financements, du cash et du credit management, de la gestion des risques et des assurances de ce leader de l'hôtellerie qui a affiché un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros à la fin 2019. Mais ça, c'était avant. La crise du coronavirus est passée par là et le monde de l'hôtellerie a été touché de plein fouet. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en mars chez Accor et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Concrètement, alors en fait ça a démarré avant mars. On a la chance d'être présent dans des géographies assez larges et en particulier en Asie-Pacifique, en Asie. Donc en fait cette crise on l'a vu venir bien avant le mois de mars, d'abord sous une forme d'épidémie, essentiellement en Chine, où nous avons beaucoup d'hôtels que nous exploitons pour le compte d'un certain nombre de propriétaires. Et effectivement, on a eu les premiers signes fin 2019 qu'il y avait une épidémie, que cette épidémie se propageait et qu'elle avait bien évidemment des conséquences sur l'activité, en particulier sur l'activité hôtelière. Et à ce stade, quelque part, on a senti effectivement que ça allait avoir des impacts sur nos résultats, nos activités régionales, sans pour autant se douter que cette crise épidémiologique allait devenir une vraie pandémie, allait se propager, ce qui était le cas en mois de mars. Donc quelque part, cette crise, on l'a vu venir très tôt, on l'a vu s'amplifier, on l'a vu se propager, se monter, se diffuser et effectivement arriver à une forme de paroxysme quand elle a touché les territoires européens juste avant l'été, puis le confinement. Et là, le confinement, c'est le saut dans l'inconnu, puisque à la différence d'autres activités, on n'a pas ralenti, on n'a pas eu quelque part une baisse de notre activité, on a eu un arrêt d'activité. Quand un hôtel est fermé, l'activité s'arrête. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inédit. Voilà, il y a eu des chocs, il y a eu des crises par le passé. Il y a eu notamment des crises d'ordre épidémiologique, y compris en Asie, avec le SRAS par exemple auparavant. Mais ça a affecté une partie de nos hôtels de manière relativement limitée, régionalisée. Là, on a eu effectivement quelque chose de très global. Il y a eu un moment où tous les hôtels étaient arrêtés dans le monde entier, ou ça s'est décalé Tous, non. En tant que tel, non. On a plus de 5000 hôtels et on n'a jamais eu tous nos hôtels à l'arrêt. Est-ce qu'à un moment donné, on a eu un grand nombre, une majorité de nos hôtels arrêtés? La réponse est oui. Et effectivement, dans ce cas de figure, vous vous retrouvez non pas à avoir 10 ou 15 ou 20% d'activité en moins, vous vous retrouvez à avoir 10 ou 15% d'activité. Et donc c'est un choc d'une violence inouïe, à laquelle on n'était pas préparé, et sur lequel il a fallu effectivement réagir avec plusieurs temps de réaction. Premier temps qui était effectivement une réaction de protection, et donc sans grande surprise, et comme beaucoup d'autres entreprises, ça a remis sur le devant de la scène les préoccupations sur le cash, sur la liquidité. On a eu la chance de rentrer dans cette crise avec une situation bilantaire extrêmement confortable. On avait une position de trésorerie très significative qui venait d'opérations de cession et d'opérations de refinancement que nous avions fait par anticipation l'année dernière, sans avoir de préscience ou d'informations particulières sur ce qui pouvait arriver, mais effectivement qui nous a permis de rentrer avec un bilan robuste et néanmoins d'avoir très rapidement des actions très fortes sur la préservation du cash. On va revenir sur toute la gestion financière et ce que ça a impliqué. Peut-être déjà sur l'activité dans le groupe, le redémarrage, aujourd'hui vous en êtes où? Qu'est-ce qu'on peut... Alors sans vous demander de vous projeter tellement dans l'avenir, mais déjà aujourd'hui, la photo, ça donne aujourd'hui, l'essentiel de nos hôtels sont réouverts. On a toujours quelques hôtels qui sont fermés. Par contre, les niveaux d'activité sont bien évidemment pas revenus au niveau qu'ils étaient avant cette crise. Et c'est d'ailleurs la situation la plus complexe et la plus délicate, parce qu'à la limite, quand un hôtel est fermé, c'est assez binaire, il est fermé, mais les coûts, et en particulier les coûts variables qui vont avec, s'arrêtent aussi. Là, lorsque vous êtes dans cette phase de réouverture, finalement, c'est un exercice délicat où vous devez faire un pilotage fin entre l'ouverture de l'hôtel, parce que c'est comme ça aussi que vous restaurez de l'occupation, mais si cette occupation n'est pas assez élevée, finalement vous avez une structure où vous fonctionnez à perte. Donc c'est l'exercice le plus délicat. Et puis on voit bien qu'il n'y a pas une situation mais des situations. Les pays ont une approche relativement nationale des dispositifs et des mesures sanitaires qui doivent s'appliquer, et donc il serait absolument faux de dire qu'il y a aujourd'hui une situation qui est quelque part homogène. On a un niveau de reprise en Chine par exemple qui est juste extraordinaire. C'est certainement
le pays qui aujourd'hui est revenu à une situation la plus favorable de ce point de vue-là. On a non pas une situation en Europe, mais des situations en Europe, des États-Unis ou aux États-Unis une situation qui effectivement est fluctuante et qui n'est pas homogène partout aux États-Unis. Donc voilà, donc on a aujourd'hui à gérer une multitude de situations différentes, de niveaux de mesures et de contraintes différentes qui rendent l'exercice extrêmement complexe. La crise, le confinement, vous avez parlé de l'impact pour les hôtels, mais chez vous, en termes d'organisation, qu'est-ce que ça a donné pour les équipes finances? Vous êtes retrouvés le 16 mars. Comment est-ce que vous avez pu continuer à travailler? Est-ce que ça a été un basculement compliqué ou vous étiez déjà assez prêt? Alors, ça a été un basculement assez facile, en fait. En tout cas, d'un point de vue technologique. La trésorerie a la chance d'être, par nature, en tout cas au niveau corporate, très dématérialisée dans la réalisation de ces activités. Donc la bascule, quelque part, là où on avait un petit peu d'appréhension, c'était finalement sur la capacité des systèmes, des réseaux à tenir. Voilà, autant on connaît ses infrastructures, autant quelqu'un qui travaille depuis son appartement, son studio, sa résidence secondaire, s'il a la chance d'en avoir une, à distance, est-ce que les réseaux, est-ce que la qualité du réseau Internet notamment allait suivre? La réponse est oui, et ça c'est plutôt une excellente nouvelle. Après il y a le volet humain. Quelque part, là aussi, comme toutes les autres entreprises, on s'est conformé aux dispositifs sanitaires, donc les gens étaient confinés. On a été très très vigilants à essayer de maintenir un lien, de s'assurer que cette bascule aussi dans le mode de confinement et dans ce mode de travail complètement inédit sur cet angle-là se passait bien, parce que c'était quelque chose là aussi d'assez exceptionnel. Et d'autant plus exceptionnel que finalement, dans ce contexte-là, les équipes de trésorerie ont été très mobilisées. On a bien sûr mis à nouveau l'accent sur la préservation du cash, la visibilité de notre situation de trésorerie, des actions complémentaires pour venir renforcer, encore une fois, notre capacité à durer dans le temps, et donc des actions complémentaires pour venir renforcer cette liquidité très abondante. On travaillait jour et nuit, et en plus de chez elles. Jour et nuit, je ne sais pas, beaucoup, oui, de chez elles, oui, et parfois pas dans des conditions optimales. Voilà, télétravail, quand, encore une fois, vous êtes dans une maison avec un petit jardin, il faisait beau à cette époque-là, c'est super formidable. Quand vous êtes à deux avec des enfants en bas âge dans la pièce à vivre, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, dans ces nouveaux lieux excellents que sont les petits appartements, c'est beaucoup plus compliqué. En termes de management, vous avez mis en place des réunions, comment vous avez pu écouter vos équipes? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ce qui se fait naturellement en présentiel doit être un petit peu systématisé en distanciel. Donc on a effectivement créé des rites qui sont des réunions, des points d'information, alors avec des forums et des dimensionnements différents. Je parlais à mes direct reports quasiment tous les jours. Eux-mêmes parlaient à leurs équipes tous les jours, de manière formelle ou informelle. Et puis, on s'est fait des réunions d'équipe virtuelles. Et c'est pas grave si on n'avait pas grand-chose à se dire, au moins on se parlait, on s'écoutait et on avait cette opportunité de maintenir un lien. Et ça, c'est absolument clé. C'est déjà vrai, encore une fois, dans la vie d'avant. Ça a été particulièrement important dans ce moment et je crains parfois que ça puisse redevenir d'ailleurs un petit peu nécessaire, puisqu'on voit bien qu'on n'est pas complètement sorti de cet environnement un peu compliqué en termes d'organisation du travail. On attend des nouvelles d'ici quelques instants. On attend des nouvelles d'ici quelques instants. Mais je ne sais pas si vous avez l'information, je ne suis pas certain qu'elle doit aller dans le bon sens. Alors, vous avez déjà évoqué certains des chantiers que ça a généré en finance. Ouais. Si on regarde un peu, et avec éventuellement une évolution dans le temps, quels ont été vos gros chantiers à partir du 16 mars jusqu'à aujourd'hui? J'ai envie de dire les chantiers financiers générés par cette crise. Alors, il y a eu plusieurs chantiers. Et encore une fois, il y a eu deux temps dans la gestion de cette crise. Il y a eu un temps de réaction et de protection, quelque part, très défensif, donc préservation du cash, donc grande attention sur les engagements de dépenses, la gestion et la fluidité du cash. Alors, vous l'avez dit, vous aviez un gros matelas quand même. On avait un gros matelas. On avait deux avantages. On est rentré dans cette crise avec un bilan extrêmement robuste et on avait déjà quelque part une organisation où la concentration du cash était extrêmement efficiente et où la culture, quelque part, de cash pooling et de fluidité du cash était déjà établie. Ça nous a permis d'aller plus vite, d'aller plus loin, et néanmoins de renforcer, quand bien même on avait une situation bilantaire extrêmement solide, notre liquidité, parce que, encore une fois, quand votre activité s'arrête, ce qui s'est un petit peu passé pour l'hôtellerie, elle s'est plus que réduite, elle s'est à bien des égards arrêtée, le sujet n'est plus qu'est-ce que je vais faire, mais combien de temps je vais tenir. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, l'une des centres d'intérêt à la fois du marché, des investisseurs, des analystes, sur ce secteur comme d'autres secteurs particulièrement exposés
à cette pandémie, ça a été combien de temps la société peut tenir. Donc effectivement, tout ce qu'on a pu faire pour nous offrir du temps, c'était aussi quelque part nous offrir du confort et une capacité à rebondir beaucoup plus favorable à l'horizon de la reprise post-crise. Cette capacité à tenir, vous avez senti une inquiétude chez vos partenaires, les tiers, l'entreprise, les banquiers, ou un groupe solide comme vous était installé jusque-là? Chez nous, moins, parce qu'encore une fois, on a eu la chance de rentrer dans cette crise avec un niveau de trésorerie et de liquidité très satisfaisant. Et cet écosystème, il n'est pas fait que d'accords, il est fait d'un ensemble de propriétaires, de partenaires, d'autres acteurs, des managers, des franchisés. Et oui, bien sûr, selon le dimensionnement, la situation de chacun de ces acteurs dans l'écosystème hôtelier, on a bien vu que la situation était parfois plus fragile, beaucoup plus préoccupante. Et puis elle peut être préoccupante aussi pour les individus, parce que quand une activité s'arrête, ça veut aussi dire qu'il y a un questionnement sur l'emploi, il y a un questionnement sur Internet. Donc on n'est pas tous rentrés dans cette crise de la même façon, mais on a bien vu que l'attention autour de cette industrie a été très 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 focalisée autour effectivement de la capacité à pouvoir durablement passer ce moment compliqué pour en ressortir beaucoup plus fort. Encore une fois, on n'est pas dans un moment de disruption. Pas eu tellement de questionnements sur le fait de savoir si on serait le prochain Kodak. A priori, quand les choses vont se normaliser, et on l'a vu cet été, quand on peut à nouveau voyager, quand on peut à nouveau se déplacer et qu'on peut à nouveau aller à l'hôtel, les gens retournent à l'hôtel. Donc on n'est pas sur un problème de modèle ou de quelque part d'industrie qui serait disruptée. On est vraiment sur un sujet de temporalité. Combien de temps on peut tenir de façon à, encore une fois, pouvoir se retrouver dans une disposition la plus favorable possible une fois que cette pandémie sera derrière nous. Vous évoquiez certains hôteliers avec lesquels vous travaillez. Alors, est-ce que certains se sont tournés vers vous pour de l'aide et quelles relations vous avez pu avoir avec eux? On a eu effectivement beaucoup de sollicitations. On a fait un certain nombre d'actions, effectivement, pour pouvoir, quelque part, à notre mesure, être aussi un acteur de solidarité pour le monde hôtelier. On l'a fait, on a parfois accordé des aménagements de calendrier de paiement de fees à certains de nos propriétaires, ce qui était un moyen de les aider. On a mis en œuvre des campagnes sanitaires de façon aussi à pouvoir quelque part garantir des niveaux de dispositions sanitaires dans nos hôtels, pouvant créer la confiance pour les clients et donc favoriser un retour beaucoup plus rapide et serein des clients pour nous, marque Accor, mais aussi pour nos propriétaires dont nous exploitons les hôtels. Donc il y a effectivement eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, et puis il y a eu des actions de solidarité. On a mis en place un fonds de solidarité vis-à-vis des collaborateurs Accor et quelque part de l'écosystème Accor, un fonds qui a été doté de 70 millions, qui s'est fait quelque part en substitution ou en tout cas en économie de dividendes que nous n'avons pas versés, et où là aussi on a pris cette décision en solidarité d'avoir effectivement un dispositif qui permettait quelque part d'accompagner aussi tous les acteurs, tous les collaborateurs sous enseigne Accor dans ce moment extrêmement compliqué. Je reviens au chantier financier. Alors après la liquidité, est-ce qu'il y a eu d'autres chantiers importants? Très rapidement, quand on a compris que cette crise allait certainement être plus compliquée, plus longue, s'est posée la question quelque part de notre structure de coûts, de notre capacité à restaurer des profits, puisque c'est quand même ça aussi qui demain est absolument nécessaire pour pouvoir avoir un redémarrage positif pour cette industrie. Et donc oui, on a profité de ce moment atypique, inédit, quelque part pour mettre toute l'organisation à nu, quelque part soulever chaque pierre, analyser chaque activité. Et on a eu une approche ce qu'on appelle en base budgétaire zéro, de façon à pouvoir mettre à plat toute notre organisation, toutes nos structures de coûts, et pouvoir identifier à travers des questions assez simples. Est-ce que toutes les activités que je mène sont nécessaires? Est-ce que je peux les faire différemment? Est-ce que je peux les faire par d'autres? Et donc, sans dogme, sans tabou, on a vraiment mis à nu l'organisation de façon à pouvoir définir des actions qui demain nous permettront d'avoir effectivement des économies pérennes qui nous mettront dans une situation, au moment de cette reprise, beaucoup plus favorable. Mais c'est un exercice qu'on n'aurait certainement pas fait dans un monde normalisé, puisqu'il n'y avait pas de raison de le faire. Particulier, et c'est souvent effectivement à la faveur d'une crise, et j'ai connu ça dans d'autres industries, qu'on se pose des questions assez pertinentes sur la manière avec laquelle on fonctionne. Il y a 3 semaines, ici même, Nicolas Cailly disait que les banques étaient la solution dans cette crise, après peut-être avoir été la cause dans d'autres crises. Quelle est votre vision, votre analyse de la position des banques? Alors, je ne sais pas si elles ont été la cause d'autres crises, elles ont peut-être été une partie du problème.
Et fort est de constater, c'est tout à leur honneur, qu'elles sont en grande partie une partie de la solution aujourd'hui. Elles ont été réactives, elles ont été présentes, à la fois quelque part dans l'intensité de la réponse, dans la réactivité de la réponse. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance, c'est un petit peu, voilà, c'est assez facile, c'est la tarte à la crème, salaud de banquier, non, il n'y a pas que des salauds de banquiers, il y a aussi des banquiers qui ont été présents, qui l'ont fait dans des conditions d'organisation du travail qui étaient extrêmement compliquées pour eux aussi. Tout ça s'est fait de manière relativement fluide, les dossiers ont été instruits avec beaucoup d'intelligence, et encore une fois par des équipes qui eux-mêmes avaient à gérer des problèmes organisationnels forts, donc non, il faut leur rendre hommage, ils ont été à cet égard exemplaires dans ce moment particulier. Les pouvoirs publics et peut-être les banques centrales Là aussi, c'est le deuxième tarte à la crème. Qu'est-ce que c'est facile d'aller en dire du mal, il ne faut pas trop lancer, mais non, là aussi, il y a une réponse. Alors, certains peuvent la juger un petit peu lente, mais pour la vitesse d'institutions telles que les institutions européennes, moi je trouve que ça a été extrêmement rapide. Sous l'initiative de la Banque Centrale Européenne et à travers son bras armé de la Banque de France, les programmes de papiers commerciaux européens ont été réamorcés avec succès. Et ça a permis là aussi de détendre par un flux et un accès à une liquidité additionnelle bien un nombre de situations de trésorerie pour un certain nombre d'acteurs. Donc non, il y a une réponse globale quelque part de tous les acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, publics, les acteurs bancaires et quelque part tout l'écosystème qui a été, je trouve, relativement extraordinaire à la faveur de cette crise. Est-ce que dans ce moment où quand même beaucoup de procédures ont été un peu chamboulées, qu'on a eu des process parfois un peu dégradés, vous avez été particulièrement attentif à la fraude. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous étiez vigilant avant, j'imagine, mais ouais. Là, dans le contexte, c'est quand même un nouveau sujet. On l'était par principe, presque par ADN, et c'est d'autant plus vrai quand on a un groupe avec quelque part une identité de marque, et donc qui a une connaissance publique. On est parfois plus sujet à des tentatives de fraude que quand on est dans des activités moins publiques. Donc oui, on était par nature extrêmement vigilants. Est-ce qu'on a modifié sur les processus de trésorerie en tant que tels nos dispositifs? Pas réellement, parce qu'on était déjà dans des mécanismes relativement sécurisés, essentiellement électroniques, avec de la signature électronique, de double signature, et donc un environnement et des protocoles relativement sûrs. Par contre, on en a profité pour renforcer la partie amont, c'est-à-dire toute la partie qui va quelque part de la commande à la facturation avant d'arriver au paiement, tout ce qu'on appelle le order to cash. Parce que là, effectivement, on avait mis en place une solution quelque part de bon de commande. Validation. Validation, identification des fournisseurs, et puis gestion du processus qui va de la commande jusqu'à la facturation et la mise au paiement. On l'a accéléré, on a quelque part enrôlé l'essentiel de nos fournisseurs de façon à effectivement, dans ce monde extrêmement compliqué où les gens ne se voyaient plus, ne se parlaient plus, n'étaient plus ensemble, s'assurer qu'on avait vraiment, au début de la chaîne, un processus extrêmement sécurisé. Et ça, vous l'avez fait pendant en plein milieu du confinement, on l'a accéléré. C'est une initiative qu'on avait prise depuis plusieurs mois, 2 ans à peu près. On l'a accéléré à la faveur de la crise. C'est-à-dire le nombre de fournisseurs concernés et leur implication. On a réussi effectivement à quelque part étendre le nombre de nos fournisseurs qui rentraient dans ce dispositif. Les nouveaux fournisseurs systématiquement sont rentrés dans ce dispositif. Les plus réfractaires, parfois dans certaines lignes métiers, ont été mis au pas. Donc c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'on a un petit peu tué les rois du parapheur. Et donc ils sont plus vivants, ceux-là. Et force est de constater que ça marche plutôt bien et qu'effectivement ça nous a certainement permis, il faut être toujours d'une humilité absolue, en tout cas ça nous a certainement permis de renforcer notre dispositif de sécurité dans son ensemble. Alors là, vous citez le roi du parapheur, c'est un autre sujet, je crois. Vous avez aussi profité de la crise pour développer la signature électronique. Oui, déjà en cours. C'est-à-dire qu'on l'avait développé sur la partie paiement, on l'a développé aussi sur la partie de signature contractuelle. Et là aussi, c'est un principe de réalité, y compris pour des sujets comme la liquidité. On a monté notamment une ligne, une facilité de crédit additionnelle à distance d'un montant très significatif. L'intégralité du processus administratif de cette ligne s'est fait de manière dématérialisée, que ce soit les due diligence, la documentation en tant que telle et la signature de cette documentation. Et donc ce qui paraissait parfois incongru ou d'une complexité inouïe il y a quelques mois est devenu la loi du genre aujourd'hui et on ne fera pas de retour en arrière, je pense. Ce que j'allais vous dire, il y a d'autres éléments qui resteront. Vous avez cité très rapidement tout à l'heure le cash pooling. Là aussi, vous avez fait un saut en avant. C'est aussi une accélération. C'est-à-dire que bien sûr, c'était la philosophie du groupe. Bien sûr, c'était pour l'essentiel déjà le cas.
On a accéléré fortement et on a accéléré au-delà du cash pooling sur la vision sur le cash de manière très très forte. Et donc on a quelque part accéléré sur ce qu'on appelle notre reporting factory et on a pu visualiser un nombre de comptes et un périmètre de comptes bancaires extrêmement important, ce qui est absolument clé. Alors je vois qu'on a des questions, je vais consulter ma tablette pour voir un peu toutes les questions. Alors, une petite question technique. Comment avez-vous ajusté vos couvertures de change par rapport à votre baisse d'activité? Couverture de change, est-ce que vous avez revu? Alors, on va commencer par les couvertures de change. En fait, l'industrie hôtelière est une industrie de très court terme. C'est-à-dire qu'en gros, vous rendez un service et pour ce service rendu, on vous paye un horizon de temps qui est relativement court, qui est de 2-3 mois. Donc on n'avait pas d'approche de couverture budgétaire, par exemple, en place qui aurait pu être mis à mal par effectivement une activité extrêmement en déviation, bien sûr, inférieure à ce qu'on avait pu prévoir. Donc on est plutôt sur des approches de couverture transactionnelle. On opère généralement avec des risques de change relativement limités, puisque le business hôtelier est assez local, tout local. Donc on a eu à la fois la combinaison d'un, quelque part, spécificité industrielle et puis d'une approche de la couverture qui nous ont permis effectivement d'éviter d'avoir des problématiques d'ajustement de couverture importants à gérer. Deuxième point, en matière de prévision de trésorerie, est-ce que là vous avez aussi changé d'horizon peut-être ou d'outils? La question exacte c'était est-ce que vous avez revu vos outils? Nos outils, non. Notre approche, oui, mais fondamentalement. À deux égards. D'abord, on a allongé l'horizon de temps, quelque part, puisqu'on a bien, ou en tout cas, on a compris que voilà, tout ne serait pas revenu à la situation de départ, quelque part au mois de septembre 2020. On a allongé l'horizon, quelque part, de nos scénarios, et on est vraiment passé sur des scénarios de cash pluriannuels, avec un horizon qui est plutôt un horizon à 5 ans. Si je pousse le curseur un peu loin, donc on est quasiment sur un exercice de plan. Et puis, on a choqué quelque part nos modèles, en ce sens où on a simulé, voilà, on avait des scénarios dans lesquels effectivement on avait une trajectoire budgétaire et donc une trajectoire de cash, et puis on disait, bah voilà, si le monde est merveilleux, peut-être que j'aurai 10% de plus, et si le monde va vraiment pas bien, j'aurai 10% de moins. Bon, ben, on l'a choqué un petit peu plus. On a fait des chocs effectivement violents avec des scénarios où on peut avoir 50-60% de moins en comparaison annuelle ou 30% et on regarde comment tout ça résiste, se déforme et du coup on a effectivement une panoplie et une capacité de projection sur des scénarios qui sont beaucoup plus agressifs que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Ça fait que 6 mois. Tout ça, en fait, ça ne fait que 6 mois. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que vous pensez qu'on va retenir de cette crise? Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas revenir en arrière. C'est vrai de l'organisation du travail. Est-ce que le monde de demain sera complètement opposé au monde d'hier? Non. Est-ce qu'on va revenir demain dans le monde d'hier? Non. Et donc je pense qu'il va y avoir voilà, une forme d'intelligence. Ça va être quand même compliqué pour un manager ou une entreprise d'aller expliquer que le télétravail ne fonctionne pas et n'est pas un remède ou en tout cas une modalité efficace de fonctionnement d'entreprise. Est-ce qu'on va basculer dans que du télétravail? La réponse est non. On a besoin de se parler, de se voir. L'homme est un animal associatif, donc il a besoin de se regrouper et ça continuera. Mais par contre, il va y avoir effectivement une forme d'intelligence et de flexibilité, je pense, qui va rester. Le rapport au lieu de travail va aussi certainement bouger. Je pense que est-ce qu'on a besoin d'être tous ensemble? Oui, au même endroit, pas forcément. Donc voilà, il y aura peut-être aussi des mutations à la marge à cet égard. Et puis après, plus directement sur la finance, oui, il va y avoir des choses qui vont rester durablement. Je pense que le rapport au temps va changer. C'est-à-dire que l'approche du pilotage de l'entreprise par le court terme va être certainement repondérée par des visions plus moyen-long terme. Donc ça, c'est assez certain. Et puis le pilotage par le compte de résultat et donc la performance assez immédiate va certainement aussi être quelque part rééquilibrée par des considérations beaucoup plus fortes sur le bilan de manière incontestable. C'est un discours que les actionnaires vont entendre, que les investisseurs peuvent entendre? Vous avez senti l'évolution chez eux aussi, c'est ça mon... Il y a forcément une évolution. D'abord, je pense qu'ils ont, et dans beaucoup de cas de figure, ils ont réagi de manière aussi responsable. Finalement, on n'a pas non plus entendu des cris d'orfraie sur les sociétés qui abandonnaient la distribution de dividendes. Est-ce que c'est quelque part quelque chose qui durera? Bien évidemment, non. La vocation d'un actionnaire n'est pas quelque part... c'est pas un positionnement de prêteur, donc bien évidemment qu'il y a du rendement qui est attendu en face de ça, mais entre une solution
quelque part, qui viendrait aggraver une situation immédiate et un peu d'intelligence pour, quelque part, préserver un investissement initial en accommodant temporairement les choses. Je pense que c'est ce qui s'est vu, c'est ce qui s'est fait. Je ne suis pas certain que là aussi, le monde de demain sera complètement différent. Est-ce qu'il y aura peut-être une forme, entre guillemets, de tempérance ou de regard un peu plus accommodant? Peut-être. Une autre question technique. Est-ce que vous réfléchissez ou allez réfléchir à des solutions de supply chain finance? Honnêtement, non. Enfin, cette crise n'a pas changé. D'accord. Alors peut-être ça tient aussi certainement à la nature de notre industrie. D'autres membres ou d'autres industries pourraient répondre des choses différentes à cet égard, mais là, ce serait mentir de dire que l'expérience que nous avons vécue a changé notre vision sur ce sujet. Nous arrivons au terme de cet échange. Je voulais peut-être revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, ça a été cette bienveillance qu'on a vue aussi pendant la crise. Alors, je suis un peu taquine ou un peu méchante, mais est-ce que là, vous pensez que ça peut aussi laisser des traces? Est-ce qu'on peut espérer que notre société s'est un peu plus montrée un peu plus attentive? C'est difficile, parce que là, je ne sais pas si c'est le professionnel ou le citoyen qui est interrogé. Moi, je pense qu'on a vu des belles choses à l'occasion de cette crise. Je pense qu'il y a eu des vrais gestes de solidarité, qui étaient des vrais gestes de solidarité désintéressés. Je crois que l'entreprise, pour un certain nombre d'entre elles, a compris qu'elle faisait partie d'un écosystème qui emmène plus que ses clients, ses fournisseurs et ses actionnaires, qui emmène aussi la communauté et les territoires sur lesquels elle opère. Et je pense que ça restera. Ça restera en partie. Et en tout cas, chez Accor, j'ai l'impression que c'est parti pour rester, oui. Merci beaucoup, Pierre Boisselier. Alors, on vous souhaite un beau taux d'occupation. Et revenez tous à l'hôtel. Merci. Merci beaucoup.